publique de développement française, l'AFL, est détenue par les collectivités locales à 100% et finance à 100% l'investissement public local. J'ai la chance d'être avec Olivier Landel, qui est donc le directeur général de l'AFL et qui va nous éclairer sur les différentes missions, puisque nous sommes donc vraiment au cœur du sujet, puisque vous travaillez sur le financement notamment de la rénovation énergétique des bâtiments, avec une étude qui est en version papier et qui est disponible pour les personnes qui sont avec nous ici. On y reviendra tout à l'heure, puisque des études, vous en produisez, vous en avez produit plusieurs et vous allez en produire encore d'autres. Donc je l'ai dit, la première des missions de l'agence France Locale, c'est de financer la dette des collectivités locales. Et quelles sont les autres, s'il vous plaît, Olivier ? Oui, merci de me laisser l'occasion de présenter ça ici à Bordeaux. Je le signale parce que Bordeaux est un des creusets de la création de l'agence France Locale. Au début, c'était les communautés urbaines, au début des années 2000, qui ont constaté que la réponse bancaire était sans doute insuffisante et ont décidé d'aller elles-mêmes chercher leur argent. Et de cette initiative de communauté urbaine, dont faisait évidemment partie la communauté urbaine de Bordeaux, est née l'agence France Locale, qui est maintenant une banque à part entière, qui a cette particularité d'être détenue uniquement par des collectivités locales. Évidemment, la ville de Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux sont actionnaires, mais et toutes les autres métropoles pratiquement. Alors, 3 missions, vous l'avez dit, le financement de la dette des collectivités locales. Nous finançons les budgets des collectivités locales qui sont actionnaires de l'agence France Locale. Notre deuxième mission, pour pouvoir le faire, c'est évidemment de bien connaître la situation financière de chacune des collectivités locales françaises et pas uniquement celle des actionnaires, puisque pour pouvoir être actionnaire, il faut avoir une santé financière qui est examinée. Donc on publie chaque année le baromètre de la santé financière des collectivités locales, qui est devenu une référence en la matière. Et puis, vous avez des illustrations ici sous les yeux. Nous avons un programme d'études pour accompagner les collectivités locales dans leur transition écologique. Plusieurs études. Là, en première saison, un panorama de définancements qui sont disponibles pour les collectivités locales. En deuxième saison, les budgets verts dont on parle régulièrement. Faut-il en faire? À quoi ça sert? Quelle est l'utilité? Quels sont les risques, les opportunités, etc. Et puis cette année, le financement de la rénovation énergétique des bâtiments. Un peu de teasing, l'année prochaine, on sera sur le financement de la ressource en eau. Donc vous voyez à chaque fois des enjeux de transition, mais évidemment, puisque nous sommes une banque, certes détenue par des collectivités locales, les enjeux financiers. Alors, je peux peut-être préciser que, vous voyez les logos ici, nous ne faisons pas ces études seuls. Nous avons un panel d'experts autour de nous. Évidemment, toutes les associations nationales d'élus. France Urbaine, je ne l'ai pas dit, mais jusqu'à vendredi, j'étais le délégué général de France Urbaine, ce qui fait que nous avons un partenariat fort avec la Tribune. Mais également le CEREMA, I4CE, l'Association des maires de France, les petites villes, les grandes villes, les maires ruraux, enfin bref. Un écosystème de collectivités locales qui coach les auteurs de l'étude, et c'est un partenariat avec le CNFPT et l'INED, donc des élèves administrateurs et ingénieurs à qui nous confions chaque année la réalisation de ces études. Vous avez la photo des 8 qui ont fait ce travail cette année. On a entendu tout à l'heure Bordeaux Métropole Énergie qui parlait de la rénovation du bâti et de la difficulté aussi de connaître vraiment l'état des lieux. C'est sur un cycle long. Alors, que dit l'étude que vous portez aujourd'hui sur la rénovation énergétique des bâtiments en général et publics? Quel est l'effort à faire? Quels sont les enjeux et les chiffres clés? Déjà, c'est connaître les bâtiments, le parc à rénover. Absolument. Alors, déjà, on a parlé beaucoup d'enjeux de transport ce matin. On parle de la rénovation énergétique. Avec les transports, c'est vraiment bien la rénovation des bâtiments qui est la priorité, parce que c'est là qu'il y a le plus de gains de non-émissions de CO2 à faire. Vous avez ici quelques chiffres qui vous sont donnés. J'en ai sur ma feuille. En gros,
le secteur, c'est à peu près 2/3 des émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble des bâtiments. Et la part des collectivités locales, c'est 3,5% en France. 280 millions d'euros de mètres carrés. Et le travail a commencé. Mais si on veut être au rendez-vous intermédiaire de 55% d'émissions en moins en 2030 vers le zéro émission en 2050, il faut intensifier l'effort. Il faut intensifier et il faut multiplier par 2 le nombre de rénovations de bâtiments. Par 2 ? Par 2, oui, le rythme. Donc, il est important d'y aller. Et le problème, c'est qu'effectivement, on part d'assez loin parce que le patrimoine à rénover n'est pas complètement connu aujourd'hui. Oui. Ça me rappelle d'ailleurs, oui, petite anecdote, oui. Quand j'étais consultant il y a un certain nombre d'années, c'est une des missions que j'avais fait à la communauté urbaine de Bordeaux, donc il y a plus de 20 ans, qui s'est intéressée à son patrimoine, mais tout le monde ne l'a pas fait encore aujourd'hui. Et le patrimoine, c'est quelque chose qui évolue. Donc la connaissance de son patrimoine, c'est vraiment le premier enjeu. Alors, pour décarboner, il y a des économies qui peuvent être faites. On peut faire des économies et on peut sur l'énergie, on l'a vu, sur la lumière, sur l'eau chaude, etc. Mais vous, ce que vous dites, c'est que bien évidemment, ça ne suffit pas. Que ces économies, elles ne peuvent pas. On ne peut pas s'autofinancer. Il faut de l'argent. Il faut aller chercher de l'argent en plus des économies qu'on va faire. Oui, c'est ça le sujet. En fait, on a un peu cru ou fait croire que les investissements nécessaires allaient s'autofinancer par les économies que ça allait permettre de réaliser. En fait, ce n'est pas le cas. Ça peut être le cas, par exemple, pour l'éclairage public, et ça marche très bien. Hein, quand vous changez des lampes par des LED, mais enfin maintenant, quasiment tout le monde l'a fait ou est en phase de le faire. Pour un bâtiment public, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas la moindre consommation qui va payer. Donc, il faut de l'argent supplémentaire, ou alors il faut étaler les gains sur 50, 60, 70, 75 ans, et ça suppose une ingénierie financière différente. Donc de toute façon, il va falloir de l'argent supplémentaire. Et avoir une stratégie et patrimoniale et d'ingénierie financière. Il faut une stratégie patrimoniale. Donc la première chose, c'est la bonne connaissance de son patrimoine. Et c'est pas simplement la liste des biens dont on est propriétaire avec les mètres carrés, mais c'est une connaissance fine. Qu'est-ce qu'on va en faire, bien sûr. C'est l'ancienneté, les usages, la surface, le coût en fonctionnement, un état des lieux réglementaire. Est-ce que l'accessibilité à mobilité réduite a été faite ou pas? Je prends un exemple. Vous êtes amené, les bâtiments publics, on est amené à les transformer justement pour permettre l'accès. Il faut peut-être organiser les travaux pour aussi faire en même temps que les problèmes d'accessibilité, également les questions de rénovation énergétique. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le document, en fait, dans l'étude qui vous est proposée, vous pouvez prendre là, on a effectivement essayé de mettre en place les incontournables, ce qu'il faut faire, à quelle période il faut le faire, avec quels acteurs il faut le faire, etc. La planification, la coordination. Planification, coordination. Alors, puisque vous parlez donc de financement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il existe en fait des outils de financement qui ne sont pas toujours connus, qui peuvent sembler complexes. L'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon sans être inaccessible pour encourager les acteurs en fait, à creuser ce sillon-là des financements qui soient européens ou français. Voilà. Alors, il y a une diapo une image là, qui va permettre disponible, effectivement... qui peut être effrayante parce qu'elle montre la multiplicité des modes de financement possibles. Mais il y en a un qui est encore le plus rapide et le plus efficace. Alors, c'est pas celle-ci, c'est celle d'après. Celle d'après, encore après. Voilà. Il y en a une qui est... Voilà. On voit ici les différents modes de financement. Aujourd'hui, pour qu'on ait en tête un certain nombre de chiffres, aujourd'hui, les collectivités locales, je ne parle plus que des bâtiments publics, mais je parle des investissements de l'ensemble des collectivités locales. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 67 milliards d'euros qui sont consacrés aux investissements par les collectivités locales. Et
pour les financer, l'essentiel, c'est l'autofinancement. C'est-à-dire les recettes que l'on dégage, ces ressources que l'on dégage sur son fonctionnement. La différence entre les recettes que l'on reçoit, y compris la fiscalité, et les dépenses que l'on fait. Et c'est cette partie-là qui finance à peu près 60% des investissements. Les 40% autres, c'est réparti entre des dotations que l'on reçoit de tiers, l'État, la région, le département, et un petit peu la dette. Et c'est sur un petit peu la dette que je veux insister. Donc vous voyez, la collectivité, l'autofinancement, etc. Et le un petit peu la dette, là-dessus on a de la marge de manœuvre. Je m'explique. On a des ratios d'endettement qui sont surveillés et on dit que, par exemple, pour une communauté urbaine, une métropole, aller au-delà de 12 ans de capacité de remboursement de sa dette, ça n'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. C'est pas interdit, mais c'est pas souhaitable. La moyenne aujourd'hui, c'est 5 ans. Donc entre 5 et 12. Si on augmente d'1 an, donc on passe de 5 à 6, c'est 47 milliards d'euros de capacité d'investissement supplémentaire qu'on débloque. Donc on a d'abord un sujet collectif de redonner du crédit, excusez-moi le jeu de mots, au crédit. Et c'est compliqué dans le contexte actuel parce que la dette, quand on parle de la dette, ça fait peur. On a tout de suite en tête la dette de l'État. Et la dette de l'État, c'est une dette à la consommation. C'est une dette qui sert y compris à payer le fonctionnement, alors que la dette des collectivités locales est exclusivement dédiée aux investissements. Donc si on arrivait à flécher plus de dettes vers les collectivités locales et moins vers l'État, on résoudrait une partie de l'équation. Et vous verrez dans cette étude qu'il y a d'autres lignes de financement possibles, on les a citées. Par exemple, les fonds que certains mettent en place, qu'on appelle d'intracting, c'est quoi? C'est dans les cas où on fait des rénovations qui permettent de faire des économies, les économies, on les met de côté pour faire d'autres rénovations. Donc il y a un côté vertueux qui se met en place. On a les contrats, les certificats d'économie d'énergie qui peuvent être financés par ceux qui en ont besoin. C'est une sorte de droit à polluer qui est donné par certains. Donc là, vous verrez dans l'étude, on décrit exactement comment ça fonctionne, à qui il faut s'adresser, quelles sont les conditions de mise en œuvre, etc. Ce n'est pas des masses importantes, mais c'est des petits plus qui sont très intéressants. Et puis, il y a, je dirais, pléthore, peut-être difficile de s'y retrouver, de financements européens, de l'État, on en a cité quelques-unes, la région peut-être, la région Nouvelle-Aquitaine a des aides, je ne sais pas, il y a les syndicats d'énergie qui peuvent en avoir, enfin bref, les subventions publiques qui peuvent financer jusqu'à 80% de la dépense. Alors ici on est à la métropole de Bordeaux, mais dans plein de communes aux alentours, des communes rurales, eh bien effectivement ce type de rénovations sont souvent financées essentiellement par de la subvention. Donc vous aurez dans l'étude là le panorama de tous les financements possibles. Très bien. Mais merci d'être venu nous présenter à la fois les missions de cette banque très particulière et puis nous donner également voilà, des leviers d'action possibles pour les collectivités et avec des exemples concrets que vous nous avez transmis sur Bordeaux Métropole. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Au revoir.